L'heure de Ferry, ravi de vous retrouver comme tous les samedis à 12h50. Bonjour Luc. Bonjour Marie. Ravi de vous retrouver. Voilà. Une heure ensemble pour prendre le temps, s'arrêter, se questionner aussi, aller plus loin parce que je le dis chaque semaine, mais c'est une réalité, tout va vite, beaucoup trop vite et il est important avec vous de s'arrêter sur ces semaines qui défilent, à s'arrêter peut-être avec vous sur cette guerre commerciale. La semaine dernière, on l'a longuement évoqué, oui. Folle semaine sur les marchés financiers après les annonces du président américain Donald Trump, déclaration contre déclaration, annonce contre annonce. Si vous aviez un mot pour qualifier ce qu'on a vécu ces derniers jours, il serait lequel ? Bérésina. Mais pour l'Union européenne, hélas, parce que on a retiré le haut et le bas immédiatement. Et c'est ça qui me désole, en même temps que je comprends très bien, mais qui me désole. Parce que, moi, je pense contrairement à ce que, pardon, c'est pas pour être original, mais sincèrement, je pense que Trump savait très bien, qu'il y aurait de l'inflation. Deux, vous savez quelle est la dette des États-Unis. Oui. Donc, elle est 10 fois la dette française. On passe les 30 000 milliards de dollars, c'est pareil. Et donc, évidemment que Trump sait très bien qui finance sa dette, en grande partie d'ailleurs aussi la Chine. Et donc, il sait très bien qu'il va forcément y avoir une augmentation des taux d'intérêt. Ou alors, enfin, même un étudiant de première année le comprend. Ça, il l'avait anticipé. Mais évidemment. Simplement, c'est toujours sa technique, c'est qu'il tape à l'uppercut, il vous tape à l'estomac, et ensuite, il commence à discuter. C'est ce qu'il a fait avec la Colombie, c'est ce qu'il a fait avec le Mexique, et avec l'Union européenne, ça a marché, puisque on garde quand même des droits de douane de 10%. Donc il n'a pas tout retiré. Mais nous, on a tout retiré immédiatement. Et regardez sur quoi portaient pour l'essentiel les droits de douane européens, donc les mesures de rétorsion, le soja, le poulet et les Harley-Davidson. Pardon, excusez-moi, mais c'est à pleurer de rire. Voilà. Ouais. Voilà, parce qu'on n'ose pas toucher à la tech. Pourquoi on n'ose pas toucher à la tech ? Parce que il suffirait que Trump aille un peu plus loin encore. Il pourrait par exemple supprimer les messageries, les mails, pour parler en français, de toutes les administrations et des entreprises européennes, ou quasiment toutes, ou 80%. Oui, vous évoquiez cette hypothèse la semaine dernière. Voilà, donc l'Union européenne, contrairement à la Chine, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On est enfin, vous savez bien dans quoi on est. Bon. Oui. Et donc la Chine peut se permettre de faire ça. On en parlait la dernière fois parce que la Chine, elle a ses messageries aériennes qu'elle utilise pas beaucoup, mais enfin, elle a sa tech à elle, elle a ses armes à elle, elle a ses drones à elle, elle a ses avions maintenant à elle. J'étais avec, on en parlait avec notre ami suisse qui était là tout à l'heure sur votre plateau. Bon, Richard Verly, en effet. Qui est très sympa d'ailleurs, qui est un homme charmant et intelligent. La Suisse a, en 2020, mis toutes... Alors, la défense suisse, bon, je veux pas être désobligeant, mais ils ont acheté 36 F-35. Voilà. Et des patriotes, et des missiles patriotes. L'Allemagne a fait la même chose en grand. Le Danemark, qui veut récupérer le Groenland, achète des F-35. Enfin, les a achetés. Alors maintenant, la Pologne, évidemment. Ils sont tous en train de changer d'avis. Mais encore une fois, ces avions peuvent être cloués au sol par les États-Unis dans le quart d'heure. On est loin d'acheter européen. Ça, c'est donc, très clair. Autant je pense que sur la Russie, Trump s'est planté. Autant je pense que sur la question des droits de douane, je dis pas qu'il a raison, parce que moi, je suis un libéral. Je pense qu'à terme, c'est perdant. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait un revirement imprévisible de Trump, parce que dans la nuit, on lui a dit que les droits de douane, que les taux d'intérêt allaient augmenter. C'est absurde. Vous ne croyez pas à ce récit qui en a été fait ? Non, parce que comme on déteste Trump, on veut vraiment le faire passer pour le roi des cons, pour dire les choses franchement. Et c'est de bonne guerre, d'accord. Mais c'est pas vrai. Sur cette question-là, il a une doctrine qui, à mon avis, est fausse, mais qui est bien arrêtée, qui est bien cohérente avec cette idée de déprécier le dollar pour favoriser les exportations et de relocaliser aux États-Unis, même si c'est à marche forcée, même si c'est très brutal, y compris pour les Américains, mais de relocaliser la production et la consommation. Alors, en fait, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que normalement, la gauche protectionniste depuis toujours devrait applaudir, hein. C'est vrai, effectivement, oui, ça pourrait être... Alors ils peuvent dire, c'est un peu brutal. Ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Mais c'est pas vraiment ce qui se passe. Mais normalement, c'est ce que demande la gauche depuis toujours. C'est-à-dire le protectionnisme, fermer les frontières, et le Rassemblement national. Le Rassemblement national et la gauche de la gauche devraient applaudir Trump en disant enfin quelqu'un qui a le courage. Voilà. En tout cas, ce que montre Trump, et là-dessus, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, c'est que la politique existe encore, alors que chez nous, elle n'existe plus. C'est aussi ça qui est embêtant. J'aime ce type de conclusion. Mais avait-il peut-être anticipé
je sais pas, la perte de confiance des consommateurs, moins 10 points en un mois, Luc, c'est gigantesque. Alors, ça ne s'est encore en France, tout est arrêté. Et vous savez, c'est pas simplement les 28 000 entreprises françaises qui ont des échanges avec les États-Unis qui sont embêtées comme jamais. C'est pas ça. La vérité, c'est que la vraie taxe, c'est pas les taxes douanières, c'est pas ça la vraie taxe. La vraie taxe, c'est l'imprévisibilité pour les entreprises. Et c'est ça la vraie taxe, c'est ça qui pèse aujourd'hui sur les entreprises françaises. Donc tout s'arrête aujourd'hui en France. Déjà, on n'allait pas bien du tout, à cause de cette fichue dissolution, le truc le plus absurde de la planète. Bon, mais déjà, on n'allait pas bien. Déjà, parce que les entreprises, c'est la même chose, c'est l'imprévisibilité. Les entreprises savaient pas trop s'il y aura une nouvelle dissolution, est-ce qu'il y aura de nouvelles élections, est-ce qu'il y aura une censure qui va faire chuter le gouvernement. Bon, on savait pas trop où on allait, mais là, on sait plus du tout, et ça va durer 90 jours, puisque le deal, pour parler en bon français, de Trump, c'est sur 90 jours. De 3 mois, en effet. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 mois? On va négocier. Nous, on a tout retiré. C'est-à-dire que toutes les mesures de rétorsion face à Trump, on les a toutes retirées, et on sera prêt à négocier secteur par secteur. Si on tire des fils aussi, la crainte de certains industriels européens, c'est une déferlante de produits chinois sur nos territoires, avec les mesures anti-dumping que l'on connaît. Évidemment. Parce que si vous avez 120 ou 130 augmentation des droits de douane sur les produits chinois, il est évident que tout va repasser vers le but des Chinois, ça va être de nous arroser de produits chinois, et ça marche très bien parce que ils ont des produits qui sont pas chers. Voilà, c'est aussi, y compris les bagnoles. Hein. Oui, les voitures électriques, elles sont très bien. Le dilemme fin du monde, fin du mois est régulièrement en effet soldé. Et vous avez des tas de petites fringues chinoises, des petites chemises et des choses comme ça qui coûtent 3 fois rien et qui vont arroser le marché européen à défaut d'arroser le marché chinois. Et ça va être une deuxième catastrophe pour les entreprises françaises qui, elles, ont des prix qui sont liés au fait que chez nous, on paye les gens convenablement pour travailler. Voilà, enfin, par rapport à la Chine. Et vous pouvez appeler au patriotisme, ce que je dis, c'est du bon sens, au patriotisme européen ou français. Bon, quand vous payez votre t-shirt 10% de moins, ou même beaucoup et que moins, vous gagnez, que vous êtes au SMIC ou au SMIC plus 10%, voilà, et que vous êtes un étudiant, que vous êtes un gamin, et voilà. Et vous savez, c'est aussi beaucoup de gamins écolos disent qu'ils achètent des fripes, etc. Mais c'est l'effet rebond, c'est-à-dire qu'ils achètent des fripes pour pouvoir en acheter 2 fois plus. C'est ce qu'on appelle en écologie l'effet rebond. Ouais. Est-ce que vous parleriez d'un retour d'une forme de guerre froide entre la Chine et les États-Unis? Froide pour l'instant, oui, c'est ça. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que on ne sait pas où ça va, parce que il est évident que les Chinois regardent ce qui se passe en Ukraine très attentivement. Donc, le général tout à l'heure le disait, la Russie a gagné. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Bon, on y reviendra d'ailleurs ensemble. Bon, mais la Russie a gagné. Et là, autant je pense que Trump sait ce qu'il fait à tort. C'est pas le problème. Bon, mais il sait ce qu'il fait sur les questions. Et d'ailleurs, 76 pays négocient avec lui, donc il a gagné là-dessus. Alors, dans son esprit, je pense qu'il perdra à terme, mais là-dessus... Il l'a expliqué en langage très fleuri, d'ailleurs, cette semaine. Il est toujours très élégant, oui. Il est sympathique comme tout, cet homme. Il arrive à se rendre sympathique au monde entier. Effectivement, Il est vraiment immonde. Mais à part ça, je pense que là-dessus, en tout cas, il a sa stratégie à lui, ça c'est clair. En revanche, sur l'Ukraine, je pense que ce que propose Kellogg, peut-être on en parlera tout à l'heure. Absolument. Alors, j'ai une petite divergence, on en parlait avec le général que vous receviez, mais enfin, c'est une divergence totalement amicale, et je prétends, mais je pense que c'est inacceptable, non seulement pour Zelensky, mais aussi pour Poutine, évidemment, parce que Poutine le dit depuis le début, il veut pas de force russe, ni française, parce que pour lui, les Russes et les Français, c'est l'OTAN. Absolument, effectivement. Voilà. Il l'a toujours dit, donc je pense que ce truc ne marchera évidemment pas. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard, mais sur la lutte, finalement, d'influence, j'aimerais qu'on diffuse, sans forcément et en parlant dessus, mais sur cette vidéo qui est devenue virale, publiée par des IA sur TikTok. On ne sait pas si c'est le pouvoir chinois qu'en est à l'origine, mais où on voit ces ouvriers américains, je ne sais pas si vous le voyez sur les écrans, bon, pas forcément d'un physique avantageux, qui fabriquent des t-shirts, on les verra. Absolument pas, mais il y a une volonté de marquer aussi dans les images diffusées, de se moquer du physique de certains Américains, fabriquant
voilà, des soutiens-gorge ou encore des iPhones. Ça, ce sont des images générées par l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr, oui. Mais là encore, il y a un message qui est diffusé par la Chine. C'est ça la représentation des Américains pour eux. La Chine est prête à la guerre avec les États-Unis, guerre commerciale, guerre douanière, mais pourquoi pas guerre tout court. Vous savez, les Chinois, il faut savoir qu'ils sont quand même, alors on ne sait pas exactement combien, mais ils sont 1 milliard, probablement 800 millions, en tout cas 500 millions, c'est sûr. Or, on a quand même des dirigeants communistes qui ont prouvé dans l'histoire, souvenez-vous de Mao, que pour eux, bousiller 70 millions de personnes ou 150 millions de personnes, après tout, dans un pays qui a 1 milliard 800 millions, c'est pas inenvisageable. C'est pour ça que moi, je vous ai toujours dit très clairement que autant je pense que la dissuasion nucléaire n'existe plus en France, je pense que Macron veut réarmer encore le nucléaire parce qu'elle ne sera jamais utilisée. Non. Voilà. Et paradoxalement, parce qu'elle est trop puissante pour être utilisée. On aurait des bombes à neutrons, ça pourrait être utilisé, mais les bombes stratégiques françaises, enfin, je dis des bombes, c'est pas des bombes, mais enfin, c'est des missiles, sont beaucoup trop puissantes pour être utilisées par un pays démocratique et humaniste, parce qu'on va pas tuer 10 millions de Russes, même si on n'est pas d'accord avec la Russie, c'est pas vrai. Donc, Poutine le sait. En revanche, un pays comme la Chine, oui, est capable, vous avez 3 ou 4 pays qui sont encore capables de faire une guerre dans laquelle il y a des dizaines, voire des centaines de millions de morts, et la Chine et l'Iran en font partie. Voilà. Nous pas. Voilà, c'est pas la peine de tourner autour du pot. C'est pour ça que si on se réarme, le premier réarmement doit être numérique. Sans numérique, il y a rien. Et le deuxième, il doit être conventionnel, éventuellement des bombes à neutrons. Mais pas le nucléaire stratégique. Alors, on peut toujours le garder. De toute façon, il est là. On va pas le mettre au musée. Mais on ne s'en servira jamais. Et Poutine le sait très bien. Voilà. Poutine le sait parfaitement, évidemment. En effet. Luc, j'aimerais avec vous, le philosophe, vous interroger sur peut-on ou pas s'acheter une nationalité visionnaire ou rétrograde parce que effectivement Donald Trump chaque semaine fait parler de lui. Il y a cette proposition d'acheter à coût de millions de dollars 5 millions la citoyenneté américaine. Écoutez le président américain avec un visuel tout à son image. Regardez. Ça, il est spécial, oui. 5 millions de dollars. Pour 5 millions, c'est à vous. C'était la première carte. Vous savez à quoi correspond cette carte ? C'est la carte Gold, la carte Trump. Qui est le premier acheteur ? Moi. Et le deuxième ? Je ne sais pas, mais je suis le premier acheteur. Voilà, selon lui, cette carte dorée, cette gold card permettra de faire venir des gens dans l'informatique, qui créent des emplois, des gens de très très haut niveau. Voilà, très haut niveau, qui vont dépenser de l'argent, relancer la consommation américaine, créer de l'emploi. Et peut-être même des oligarques russes. Il n'est pas contre l'idée. Why not mais d'un point de vue philosophique, cette c'est un problème idée-là... de fond. C'est un problème fascinant, d'ailleurs, qui a suscité dans l'histoire de la philosophie des réflexions très profondes. Alors, cela dit, ça existait déjà. Il y avait le EB5, absolument. Voilà, qui est Employment Based 5, qui existait déjà. Il fallait investir, en fait. Ça coûtait qu'1 million, donc voilà, c'était c'était pour les pauvres. Et il fallait investir sur plusieurs années, il fallait vivre sur le territoire américain. C'est un peu la même idée, surtout que le 5 était précédé déjà. Il y en avait, je crois, 4 autres avant, sauf erreur de ma part. En tout cas, il y en avait 2 que j'ai bien connu. Anyway. Ce qui est intéressant, vous avez un livre, le philosophe américain le plus connu il n'est pas connu en France du tout, sauf des philosophes qui s'intéressent à la philosophie anglo-saxonne. Il s'appelle Michael Sandel. Aux États-Unis, c'est une star absolue. Il enseigne à Harvard. L'amphithéâtre est plein à craquer. Bon, et il a écrit un livre. Je reviens à notre dialogue. Ce que l'argent peut acheter ou pas acheter. Et c'est une question absolument fascinante, parce que aux États-Unis, il y a des quantités de choses que vous pouvez acheter avec de l'argent qu'on ne peut absolument pas acheter en France. Vous pensez à quoi ? Par exemple, on peut acheter une place chez le médecin dans la file d'attente d'un magasin ou même d'un médecin ou d'un hôpital. On peut acheter le droit d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute, par exemple. Vous voyez, on peut acheter des choses comme ça. On peut acheter la lecture d'un livre à un gamin dans une classe
classe de la banlieue de New York dans une école pauvre. Voilà, parce qu'on va vérifier, on va l'obliger à lire, on lui donne $8 pour qu'il lise un livre, par exemple. Voilà. La récompense par l'argent. La récompense par l'argent. Et évidemment, pour nous, surtout pour les républicains français, l'idée d'acheter la nationalité est évidemment absurde. Enfin, elle est immorale, elle est anti-républicaine à mort, parce que la nationalité, la citoyenneté est évidemment liée à des droits et des devoirs, ne serait-ce que le droit de vote d'ailleurs, des droits et des devoirs. Et pour nous, les droits et les devoirs, c'est lié à l'appartenance à une communauté de destin, pour voilà, une nation. Une nation, voilà. Et donc, on a des droits et des devoirs, ce qui suppose un certain temps. Et du reste, pour beaucoup de républicains, il y a cette idée en France qui est débattue depuis très longtemps, qu'il suffit pas de séjourner pendant un certain temps, mais qu'il faudrait aussi d'abord parler le français, avoir une épreuve de langue, et puis avoir une épreuve de citoyenneté. Voilà. Adhérer à ces principes de vie. Mais bien sûr. Voilà. Alors maintenant, on peut dire qu'on a donné la citoyenneté à des quantités de gens qui détestent la France, ce qui est pas faux. Mais néanmoins, l'idée que l'argent suffit pour avoir la citoyenneté est une idée qui, rendrait Jean-Pierre de Chevènement ou Henri Guénaud malade mental, si je puis dire, ou physique, définitivement. Il pourrait pas s'en remettre. Il vomirait. Moi-même, évidemment. Je me range dans le même camp. Dans le même camp qu'à le livre de Michael Sandel est très intéressant. Mais donc, parce qu'on peut acheter le sexe, on peut pas acheter l'amour, par exemple. Ouais, exactement. Et ça, je trouve que c'est le meilleur exemple. Parce que ça, c'est très parlant. Et vous pouvez acheter le sexe, vous pouvez pas acheter l'amour. Et donc, l'argent ne peut pas tout acheter. Donc, vous pouvez acheter votre gold card, mais vous ne pouvez pas acheter votre citoyenneté. Mais non, on arrive exactement. À cela. Mais c'est très, très significatif. C'est pour ça, philosophiquement, c'est vraiment l'opposition entre démocrates et républicains. Pour reprendre quelqu'un que j'aime bien, qui est Régis Debray. On vient d'horizons très différents, mais on est arrivé au même endroit. On est maintenant tous les deux gaullistes républicains. Et donc, qui fait une opposition entre le démocrate libéral américain et le républicain français, pas forcément antilibéral, moi je suis un libéral en économie, mais en tout cas libéral sur le plan politique, voilà, antilibéral sur le plan politique, pardon, j'arrête pas de faire des lapsus. Et donc je pense que là on a l'exemple même pour un démocrate libéral qui vient de l'immobilier, je regarde Trump en même temps, tout s'achète. Mais si tout n'est pas question de valeur, c'est quoi? C'est une forme de déliquescence aussi, d'une forme de la société américaine. C'est pas déliquescent parce qu'ils ont, comme d'une certaine manière, ils sont fondés là-dessus. Ouais. C'est pas un déclin chez eux. C'est plutôt une apogée qu'un déclin d'une certaine manière, parce que les États-Unis se sont fondés d'une certaine manière sur cette tradition démocrate et libérale, et donc dans laquelle l'argent est roi. D'ailleurs, c'est pour ça que, alors aussi, n'oubliez pas une chose. C'est un pays quand même largement plus protestant que catholique, et pour les protestants, dans la tradition luthérienne, moi j'aime beaucoup Luther, il y a des choses magnifiques chez Luther, il a été antisémite de manière effroyable, ça je déteste évidemment, mais il y avait les 5 grands écrits réformateurs sont magnifiques, la liberté du chrétien par exemple, c'est un texte magnifique, extrêmement puissant, et il y a cette idée que, ce qu'on trouve chez Max Weber, le fameux texte de Max Weber sur l'esprit du capitalisme et le protestantisme, et donc il y a cette idée que le fait d'avoir réussi socialement, et l'argent est le symbole de la réussite sociale aux États-Unis, ça prouve que Dieu ne vous en veut pas. Donc que vous avez une chance d'aller au paradis. Au-delà de l'accomplissement personnel. Bien sûr. Au-delà de l'accomplissement personnel. Et donc pour les protestants, il n'y a aucun doute que la réussite sociale est un signe d'élection. Voilà. En tout cas, c'est un signe, sinon d'élection, du fait que votre élection n'est pas fichue. Ce qui est beaucoup. Et donc, il y a cette tradition protestante. Donc, Max Weber a analysé ça de manière tout à fait géniale. Et qui était prégnante dans la culture de Donald Trump aussi. Hein. Bien sûr. On sait que... c'est très fort dans... De toute façon, la culture américaine, elle est comme ça. Alors que nous sommes catholiques jusqu'au bout des ongles, avec la fameuse parabole du jeune homme riche. Il sera aussi difficile à un riche d'entrer au royaume qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. On connaît tous cette phrase qui d'ailleurs a suscité toutes sortes d'interprétations, mais qui est très typique du catholicisme et pas du tout du protestantisme. Absolument. Luc, avec vous, on aimerait... on a discuté en préparant cette émission, s'arrêter sur cette loi fin de vie. S'arrêter longuement parce que cela mérite aussi de s'y arrêter. Les députés d'abord ont commencé en commission l'examen de la proposition de loi relative absolument à la fin de vie et approuvé notamment la création d'un droit à l'aide à mourir. D'abord, avant de revenir en détail, ce que je trouve saisissant, m'être intéressé au sujet, c'est
La méconnaissance des Français quant à la différence entre euthanasie, fin de vie. Une récente enquête d'opinion dit que finalement la moitié des Français suicide assisté, euthanasie, ne savent absolument pas faire la différence. C'est le résultat de quoi finalement? D'un mauvais accompagnement, d'une mauvaise pédagogie. Peut-être nous, on a mal fait notre travail, journalistes. Oui, il y a une forme de mélange et de non-clarté du sujet. Je pense que ce que les gens ont en tête quand ils disent, il y a 90%, ils sont favorables à ce que on change la loi Leonetti-Claes qu'ils ne connaissent pas, voilà, et qui permet la sédation létale, voilà, qui permet la sédation létale, c'est-à-dire qu'on vous donne, voilà, il n'y a pas d'acharnement thérapeutique, on peut laisser mourir quelqu'un ou l'aider à mourir, donc dans la loi actuelle. Les Français ne le savent pas, mais ce à quoi ils pensent, ils se disent, mais c'est pas bien quand quelqu'un est en train de crever, de souffrir, voilà, et il est en train de mourir, il est là, alors, c'est idiot de ne pas l'aider à mourir, donc c'est ça qu'ils ont en tête, voilà. Or évidemment, quand on rentre dans les détails, ça n'a rien à voir avec ça. Dans les détails du texte, en effet. Alors moi, j'ai pris la peine de lire la proposition de loi d'Olivier Falorni et j'ai failli tomber de ma chaise, parce que je pense que personne ne l'a lu. Voilà, peut-être quelques parlementaires, mais elle est dingue de chez dingue. Je suis désolé de le dire. S'il était là, j'aimerais en parler avec lui, parce que il s'agit pas d'être désagréable, mais c'est dingue de chez dingue. Qu'est-ce qui vous a, Luc, peut-être plus interpellé? Alors, mais il y a des trucs fous, mais vraiment fous, mais dingues. Voilà. Premièrement, ça s'appelle proposition de loi relative à la fin de vie. J'ai lu attentivement 3 fois le texte que j'ai là. L'expression fin de vie n'est pas mentionnée une seule fois dans le texte. Donc en fait, c'est pas du tout une proposition de loi sur la fin de vie, c'est une proposition de loi entièrement sur l'aide à mourir. Donc c'est très bien défini. C'est un texte qui a été scindé en deux, à la Alors, surproposition. ce texte-là, c'est le texte uniquement sur l'aide à mourir. Et pas les soins palliatifs. Non, c'est pas les soins palliatifs. Absolument. Voilà, j'ai reçu hier chez moi quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alexis Burneau, qui a dirigé le département de soins palliatifs à Marie Curie. Il a écrit un livre tout à fait remarquable que je vous conseille, qui va ressortir actualisé en mai. Donc ça s'appelle Fin de vie, le cas de conscience. Et il m'a montré, on a travaillé ensemble l'après-midi, il m'a montré un certain nombre de points dans cette proposition de loi qui sont dingues de chez dingue. Premièrement, encore une fois, c'est pas une proposition de loi sur la fin de vie, c'est sur l'aide à mourir. Donc dès le premier article, je vais vous le lire. Aux téléspectateurs, c'est très annoté, je peux vous le dire, c'est très travaillé. Écoutez, voilà, premier article, l'aide à mourir. L'aide à mourir, c'est pas la fin de vie. Mais l'aide à mourir, c'est pas la fin de vie. Je peux aider à mourir quelqu'un qui est pas en fin de vie. D'accord? Donc ça, à la limite, ça n'a rien à voir avec la fin de vie. Aux Pays-Bas, je vous dis tout de suite pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, on a trucidé, si j'ose dire, 219 personnes cette année aux Pays-Bas qui n'étaient absolument pas en fin de vie. Pas malades? Qui n'étaient pas malades physiquement, qui avaient simplement des problèmes psychiques et qui n'étaient ni en fin de vie, ni malades physiquement. Et qui ont fait la démarche. Donc prétendre que cette proposition de loi touche à la fin de vie, alors que l'expression fin de vie n'apparaît pas une seule fois dans la proposition de loi, pas une fois. Non, mais on se fout du monde, pardon. Et qu'elle n'est pas définie. Écoutez ça. Premier article, enfin c'est l'article 2 bis, mais c'est le premier, il sert à rien. L'aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, ça veut dire mortelle en bon français, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles Tartampion, afin qu'elle se l'administre elle-même ou lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, qu'elle se fasse administrer par un médecin ou un infirmier. Autrement dit, la loi porte sur le suicide assisté et sur l'euthanasie. Suicide assisté quand vous vous administrez vous-même la potion létale et euthanasie quand c'est un médecin ou un infirmier qui vous l'inflige, j'allais dire. Bon. Donc c'est pas sur la fin de vie. Alors après, quand vous regardez, je continue, deuxième élément. Je vais être bref, mais ça vaut le coup de voir le texte. Voilà. Pour être autorisé à avoir accès à cette aide à mourir, il faut avoir plus de 18 ans. Bah quand même, c'est bien, il faut avoir une infection grave ou incurable. Mais grave ou incurable, ça touche 1 million de personnes en France. 1 million de personnes. Et que je continue, présenter une souffrance physique ou psychologique. Ou psychologique. Non mais vous vous rendez compte? Ça veut dire que si vous avez un enfant qui a, un enfant qui a 20 ans, qui s'est fait larguer mais j'ai eu le cas, qui s'est fait larguer par sa copine ou son copain, qui veut mourir absolument, il va chez Dignitas ou Exit et il peut se faire trucider. Et là, on accepte ça. Est atteinte d'une affection grave ou incurable qui engage le pronostic vitas en phase avancée ou terminale, pas et terminale, ou. Non mais écoutez, et alors après, je continue, et rassurez-vous, j'aurais presque fini, mais je voudrais quand même qu'on aille jusqu'au bout. Il y a un droit opposable.
C'est-à-dire que si un médecin refuse d'administrer une potion létale, c'est son droit. Mais écoutez bien, il est obligé par la loi, selon cette proposition, qui n'est pas encore acceptée, mais elle le sera. Qui va être débattue, en effet. Voilà, mais à mon avis, elle le sera. Il est obligé, le médecin, de trouver un collègue, un confrère, on dit plutôt, qui, lui, s'est déclaré comme favorable à administrer le... Et c'est la même chose pour le directeur de l'hôpital et pour le pharmacien. Vous vous rendez compte ? Le pharmacien qui refuse de fabriquer la potion létale, il est obligé de trouver un confrère qui va la fabriquer. Donc il y a un droit opposable. Voyez ? Et puis, le truc le plus fou à mes yeux... Alors, écoutez bien, il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai. Non, parce que ça commence comme ça. Donc les gens vont dire, mais si, il y a un délai de 15 jours, Luc Ferry raconte n'importe quoi. De réflexion, vous dites. Non, il n'y a plus de délai de réflexion. Écoutez bien, parce que c'est pas vrai. Voilà, le médecin se prononce dans un délai de 15 jours. Donc on va dire, Luc Ferry, une bêtise, il y a un délai. Mais pas du tout. Voilà. Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur, maintenant c'est à 2 jours. Déjà, c'est passé à 2 jours. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu'elle la conçoit. Autrement dit, vous pouvez arriver à midi et vous êtes trucidé à 14 heures. C'est possible. Je dis pas que c'est ce qui arrivera à chaque fois, je dis que c'est possible. Et dernier point qui m'a rendu fou, parce que là, ça me rend malade, et je comprends pas qu'un député puisse produire un texte pareil, parce que c'est une honte absolue. Quoi qu'on en pense, parce que moi, je suis très favorable à la loi Leonetti, mais je comprends parfaitement, j'ai accompagné une personne qui avait un cancer du poumon et qui était mourante, et je comprends très bien qu'on administre une sédation létale. Ce besoin-là, évidemment. À un moment donné, mais écoutez bien, le dernier qui me rend malade, c'est le cas de le dire, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir. Mais putain, mais si ma fille, non mais excusez-moi, quittée par son mec ou je sais pas quoi, ou quelqu'un, voilà, si elle veut aller en Suisse, parce qu'en Suisse ou aux Pays-Bas ou en Belgique c'est possible, pour qu'on l'aide à mourir, mais évidemment que je vais tout faire pour tenter de l'en empêcher. Et je risque 1 an de prison. Mais ils sont malades, excusez-moi, mais ils sont malades. Ça va être débattu dans l'Assemblée. Oui, d'accord, mais bon, ça c'est la proposition de loi d'un député quand même connu. J'aimerais qu'on continue d'en débattre et converser ensemble, parce que c'est un sujet qui vous touche. Et effectivement, il y a encore d'autres questions. Et je vais vous dire pourquoi les philosophes, à mon avis, déconnent gravement sur le sujet. Et des propos aussi d'un certain Michel Houellebecq cette semaine qui nous ont j'ai adoré. Ouais, effectivement. Moi, pour une fois que je suis d'accord avec lui, ça m'a enchanté. Mais n'en dites pas trop, Luc. On fait une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. J'ai trouvé excellent, Houellebecq. Il m'a fait rire. J'ai eu. Retour dans l'heure de Ferry. Luc Ferry, on était ensemble en train de converser, dialoguer sur un sujet qui vous passionne et passionnant, compliqué aussi à aborder, très clairement. On évoque régulièrement le tabou de la mort, mais c'est une réalité. Il y a une méconnaissance aussi, c'est une réalité également du grand public. Quant en effet à cette loi fin de vie actuellement, pas actuellement débattue, mais en commission. Ce n'est pas encore voilà. Effectivement. Je pense qu'elle passera, voilà. Mais sur les propos, en effet, on évoquait Houellebecq, le célèbre écrivain, qui a été sur un plateau de télévision et qui dit en gros, sans trop caricaturer son propos, mais que personne n'a envie de mourir, quoi. Il a dit très exactement, personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. C'est d'ailleurs, je crois, la seule phrase qu'il a réussi à articuler. Le pauvre. Le pauvre, mais il m'a fait rire. Et là, pour une fois, je suis totalement d'accord avec lui. Et pourquoi je suis d'accord avec lui ? Parce que, évidemment, tas de gens vous diront, vous voyez bien, il y a des gens qui demandent à mourir, qui souffrent tellement, et je ne nie absolument pas ça. Qu'il faut entendre aussi. Mais évidemment, encore une fois, j'ai accompagné un ami qui avait un cancer du poumon et qui voulait mourir, et on lui a donné ce qu'on pouvait donner dans le cadre de la loi Leonetti, et il est parti en souffrant moins, et donc c'est évidemment que je suis pour ça, je suis pas cinglé. Évidemment qu'il faut aider les gens à mourir quand ils sont complètement en fin de parcours, mais je dis quand ils sont en phase terminale, pas quand ils vont bien physiquement. Pourquoi ? Et là où Houellebecq a raison, évidemment que quand les personnes souffrent abominablement, qu'elles sont incroyablement dépressives, parce que déjà quand vous êtes au bout d'une semaine à l'hôpital, vous êtes dépressif parce que vous êtes crevé, on vous réveille à 3h du matin, à 6h du matin pour vérifier que vous êtes encore en état, mais en fait c'est ça qui vous fait crever. Plus qu'une drôle de vie, ouais, en effet, ouais. Je badine, mais enfin c'est un peu vrai. Et donc voilà, et puis qui souffrent abominablement, plus d'espoir et souffrance absolue. Je comprends que les gens veuillent mourir, mais ce que veut dire Houellebecq, et il a raison, c'est qu'en vérité,
comme dit Spinoza, tout être de nature, que ce soit même un végétal, un légume, un animal, un humain, veut persévérer dans son être. Donc quand quelqu'un demande à mourir, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Et il faut entendre cette demande. Et moi, j'ai écrit un livre avec Axel Kahn sur l'euthanasie, le suicide assisté. Et Axel m'avait dit quelque chose, le regretté Axel Kahn. Et je vous dis une chose, nous ne sommes ni catholiques, ni matérialiste, parce que le débat est monopolisé soit par les catholiques qui disent qu'ils sont contre, évidemment, l'euthanasie ou le suicide assisté, soit les matérialistes qui sont pour. Oui, voilà, comme mon ami André Comte-Sponville qui est pour, et à peu près tous les philosophes matérialistes sont pour, évidemment. Ils disent « Ah, mais c'est pas la vie qui est sacrée, c'est la liberté qui est sacrée », ce qui est complètement idiot, en vérité. Parce que la liberté, ça veut dire quoi, la liberté pour quelqu'un qui est en train de crever, qui souffre d'un cancer, mais qui est malheureux, et en plus à qui on fait sentir qu'il est un fardeau pour les autres. Axel m'avait dit ceci, justement avant lui, malheureusement, de mourir d'un cancer. Vous savez qu'il était un très grand généticien qui était médecin, mais c'était aussi un grand scientifique. Et puis il était patron de la plus grosse boîte de lutte contre le cancer. C'est quelqu'un de, moi je l'aimais beaucoup. Bon, c'était le frère de Jean-François. Ils étaient très proches. D'ailleurs, ils sont tous les deux partis. Récemment, voilà. Oui. Écoutez bien ça, parce que c'est ça qui est important. Au lieu de dire, c'est pas la vie qui est sacrée, c'est la liberté qui est sacrée, ce qui est complètement idiot. Il y a qu'un philosophe puisse dire ça me sidère. Voilà, c'est tellement bête. Si vous voulez déterminer dans quelle mesure des personnes âgées ont réellement le désir d'en finir avec l'existence, il suffit de leur apporter, comme je le propose, le contact amical d'un parent cher et tendre. Bien souvent, ces témoins affectifs suffisent à redonner à ces personnes le sentiment précieux qu'elles comptent au moins aux yeux de quelqu'un. Autrement dit, au lieu de répondre par la mort à une demande de mort, elle existe cette demande de mort, évidemment, je suis pas cinglé, elle existe. Mais si vous répondez par l'amour, et même quelquefois c'est un petit chien ou un petit chat qui suffit. Et ce que me disait Alexis Burneau, qui a donc pendant 11 ans dirigé, travaillé dans ce service de médecin évidemment de soins palliatifs et en cancérologie, il me disait, mais ça, sur des milliers, des dizaines de milliers de personnes, ça m'est arrivé deux fois sur 11 ans, que deux personnes continuent à vouloir mourir quand on leur dit, on va vous faire dormir, déjà vous serez moins dépressif. Deuxièmement, on va vous supprimer la douleur. Et dans cette fichue proposition de loi, il n'y a même pas l'obligation absolue de passer chez un médecin de la douleur. C'est dingue. Ça n'apparaît pas. Mais ça n'apparaît pas, c'est pas dedans. Donc déjà, on va supprimer la douleur. Deuxièmement, on va vous rendre moins dépressif parce que vous serez moins fatigué. Et troisièmement, on vous aime, on va s'occuper de vous, on va pas vous laisser tomber. Vous serez jamais seul. Voilà. Et là, il me dit, mais 2 sur des milliers de personnes qui ont quand même voulu mourir. Mais les autres qui voulaient mourir, qui arrivaient en disant je vais mourir, ils ont arrêté de mourir. Et c'est pour ça que Houellebecq a raison. Personne ne veut vraiment, deep down, comme on dit en anglais, personne ne veut vraiment mourir. Même si la prise en charge aussi est une vraie question des personnes en fin de vie. Il faut peut-être allouer un peu plus de moyens. Exactement. Voilà, ça, et c'est pour ça que là aussi, pour une fois, je suis d'accord avec Bayrou, il a bien fait de séparer les deux lois pour qu'on puisse voter la loi soins palliatifs et sans faire un paquet, alors que vraisemblablement, les gens qui ne connaissent absolument pas la loi Leonetti, c'est-à-dire 95% des Français, veulent absolument qu'on change cette loi qu'ils ne connaissent pas pour aller vers cette proposition qui, pour moi, est folle, encore une fois. Et qui va être sans doute modifiée, en tout cas, certains l'espèrent. En tout cas, j'espère que sur le dernier point, 1 an de prison pour un père de famille qui veut empêcher sa fille ou son fils d'aller se faire trucider en Suisse, j'espère que ce sera quand même annulé, ça. Luc, à ce moment de l'émission, je ne vais pas essayer de faire une transition artificielle. Non, c'est pas la peine. Ce n'est pas nécessaire. Évoquant la situation internationale et ces propos d'un émissaire du président américain qui surprennent un peu Keith Kellogg, qui s'est exprimé dans le Time. Alors, il est revenu un peu sur ses propos, mais qui propose tout simplement un plan de partition de l'Ukraine. C'est assez saisissant. Après plus de 3 ans de guerre, regardez cette carte. Oui, avec cette comparaison, ces mots qui interpellent aussi. Vous pourriez presque faire ressembler à cela, à ce qui s'est passé avec Berlin après la Deuxième Guerre mondiale, quand vous aviez une zone russe, une zone française, une zone britannique et une zone américaine.
Et pour remplacer le mur de séparation de 61 dans la capitale allemande, l'émissaire américain pense, vous savez, à ce fleuve, le Dniepr, qui est une frontière naturelle. D'abord que vous évoquez ces propos, Luc, qui connaissait particulièrement tous ces enjeux diplomatiques, géostratégiques, ça pose question. D'abord, la grande différence avec Berlin, c'est que les Américains n'y sont pas dans son projet. Donc ça fait toute la différence. La deuxième différence, c'est que, les Russes n'en veulent pas, Zelensky n'en veut pas. D'accord ? Parce que les Russes ne veulent, Poutine l'a dit 100 fois, il ne veut absolument pas de forces ni françaises ni britanniques, parce que pour lui, ce sont non seulement des forces de l'OTAN, mais des forces nucléaires. Donc il n'en veut pas. Donc quoi qu'on en pense, on peut dire c'est un sale con, on s'en fout, il n'en veut pas, donc c'est pas ça. Ça fait partie, en effet, de si on veut négocier la paix. Oui. Et Zelensky peut pas vouloir ça, puisque, comme le disait d'ailleurs notre général bien-aimé tout à l'heure, ça revient simplement à entériner la situation actuelle, c'est tout. Avec ces territoires complètement annexés par la Russie. Les 4 oblasts en question qu'on voit sur la carte sont occupés par la Russie, voilà, à 95%. Les 5% qui restent sont pas en forme. Donc voilà, donc ça revient à consacrer la défaite de l'Ukraine et la victoire de la Russie, et par conséquent, ça n'est acceptable d'un côté ni par la Poutine, ni de l'autre côté par le Zelensky et par les Ukrainiens. Donc à quoi ça sert ? La vérité est très simple, c'est que là, je pense que Trump s'est vraiment planté, c'est que c'est pas 24 heures, c'est pas non plus 6 mois, il n'y arrive pas à établir cette paix en Ukraine, et il n'y arrive pas parce que les combattants veulent continuer la guerre. Quel est le but de Poutine ? Il faut bien comprendre ça. C'est pas de prendre Kiev forcément militairement, c'est pas ça son but. C'est de mettre à Kiev un Yanukovych bis, c'est-à-dire un fantoche, un polichinelle russe comme en Biélorussie, ou comme c'était avant la révolution Maïdan avec Yanukovych, c'est-à-dire un président pro-russe, c'est ça son but. Voilà. Et tant qu'il n'aura pas ça, il n'arrêtera pas la guerre. Voilà. Quant aux Ukrainiens, les Ukrainiens, souvenez-vous, il y a 6 mois encore, Zelensky disait « Mon but, c'est de reprendre la Crimée », ce qui est délirant, parce que c'est complètement impossible. Donc on est là dans une situation qui est beaucoup plus difficile que ce que pensait Trump. Et donc le but du général Kellogg, c'est de retirer C'est pour ça que la différence avec Berlin est cruciale. C'est de faire en sorte que les Américains soient plus là-dedans. C'est ça. C'est comme toujours avec Trump, c'est de tout reléguer, léguer le bébé et l'eau du bain avec aux Européens. Une précision qui a son importance aussi, c'est que Kellogg a, dans un tweet, expliqué que ses propos avaient été déformés, mais qu'un article du Times aussi bien informé, avec des propos rapportés, ne partent de rien, c'est difficile aussi à croire. Avec un Poutine qui, dans le même temps, dit il faut que la Russie se bouge, parce que la guerre en 24 heures, la paix en 24 heures, on en est quand même très loin. Très très loin, oui. Encore une fois, autant je pense que sur la question des droits de douane, je pense que Trump va dans le mur, mais qu'il c'est bien son projet, que là, dire il y a des revirements toutes les 3 secondes. Non. Encore une fois, il a obtenu que 75 pays négocient avec lui et que l'Union européenne négocie avec lui. Donc là, il a gagné. Bon, en tout cas, dans son esprit, c'est ce qu'il voulait, il l'a obtenu. En revanche, sur la guerre en Ukraine, pour l'instant, il est en train de se planter dans les grandes largeurs, parce que la paix telle qu'on voudrait, en tout cas telle que lui voudrait la définir, n'est acceptable ni par les Ukrainiens ni par les Russes. Voilà, c'est tout. Donc, et pourquoi ? Parce que c'est une évidence. La Russie, le général le disait, il disait, nous, les généraux, on parle de la réalité, on parle pas de ce qu'on voudrait. La Russie a gagné la guerre, c'est tout. Et les 4 oblasts en question, elles sont occupées par la Russie. Et je peux vous dire que là, c'est une évidence que l'Ukraine ne les reprendra pas de sitôt. Alors, il est possible que la guerre reparte dans 10 ans, mais pas avant. Pas avant. Mais non, c'est fini, c'est mort. Sauf du côté russe. C'est ça, parce que certains décrivent de manière très informée qu'une contre-offensive est peut-être en marche, en cours prochainement. Une contre-offensive russe, que la Russie se prépare à nouveau. Côté russe, il est possible que Poutine veuille, puisque tout le monde est dans les choux là, veuille aller jusqu'à Kiev pour installer donc un Yanukovych bif, c'est-à-dire un pro-russe. Bon, ça c'est très possible, mais du côté ukrainien, ça n'est pas imaginable. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'on a mis combien 350 milliards de dollars d'armes, je dirais pas pour rien. Ça a quand même empêché Poutine d'aller jusqu'à Kiev pour l'instant. Mais en tout cas, pour que l'Ukraine perde la guerre et que l'Union européenne perde une guerre qu'elle n'a pas menée.
Effectivement, voilà. Mais ferait partie de peut-être une position dans le cadre d'une cessation des hostilités. Là encore, c'est aussi extrêmement flou. Mais c'est très très flou. Donc invitez tous les intellectuels moralistes que vous voudrez, ils vous diront autre chose que moi. Mais moi, je suis plus proche du général parce que je regarde les choses en face et puis parce que je pense que c'est l'Ukraine qui a déclenché cette guerre avec la guerre du Donbass. Voilà, et que c'était une connerie monumentale que de déclencher en 2014 une guerre contre les russophones de l'Est et que ça ne pouvait pas bien se terminer. C'est une catastrophe qui était programmée à partir de 2014. Et là, c'est un petit peu ce qui s'était passé avec la Géorgie, où les Américains ont laissé croire aux Ukrainiens qu'ils pouvaient y aller, qu'ils allaient les aider. Ce qui est vrai, ils les ont aidés. Mais la vérité, c'est que la guerre du Donbass, elle a fait pratiquement 15 000 morts. Elle a été atroce. Il y a eu 6 000 civils massacrés par des milices ukrainiennes abominables. Et donc, ça ne pouvait pas bien se terminer. Pardon de dire ça, mais c'est tellement évident. C'est juste la réalité historique, c'est tout. Alors, je sais que ça plaît pas à mes copains moralistes, parce que de toute façon, il faut dire que Poutine, c'est Hitler. Mais non, Poutine, c'est pas Hitler. Poutine, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui assassine ses opposants, c'est un KGBiste qui a pas digéré la mort du communiste, tout ça est vrai. C'est pas un homme sympathique, c'est une évidence, mais c'est pas Hitler. Voilà, il a pas encore tué 6 millions de Juifs. Voilà, en revanche, les Ukrainiens étaient bien partis. Luc, abordons un tout autre sujet là aussi, sans transition, mais un sujet qui vous tient à cœur et qui pose question aussi. Plus de 10 000 adultes seront cette année baptisés dans l'église catholique à Pâques. Mais qui sont donc ces nouveaux catholiques ? D'ailleurs, sont-ils nouveaux ? C'est un peu... Si, ils sont nouveaux. Ils sont nouveaux, oui. Mais un vrai bon, mais à prendre aussi et des chiffres à analyser peut-être avec un peu de recul. Vous avez raison, c'est un très beau sujet parce que, alors, la diminution reste la même. En 2000, il y avait 400 000 baptêmes dans l'année. En 2020, il y en avait 200 000. Donc, il y avait 45 000 prêtres diocésains en France en 1950, il en reste 4 000 aujourd'hui. Donc l'effondrement du catholicisme est de toute façon réel. Et je regardais les chiffres sur le centre de l'Observatoire de la Société, qui n'est pas plus mauvais qu'un autre. Écoutez bien ça, en 1980, 70% des Français se disaient catholiques. Ils sont 32% aujourd'hui. D'accord ? C'est assez fascinant. L'effondrement est réel. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça qui est très intéressant. Et je vous remercie d'avoir pensé à ce sujet auquel je n'avais pas songé. Ce qui s'est passé, c'est que des adultes, et là ils vont être 10 000 à être, j'allais dire vaccinés contre la mort, mais c'est baptisé, ça revient un peu au même, baptisés dans l'année qui vient, parce que en fait c'est ce qui s'est passé pendant la pandémie. Pendant le Covid. Voilà, exactement. Ces baptêmes n'ont pas pu Non, mais c'est pas simplement ça, c'est qu'on a eu un rapport à la mort. On a tous perdu et si on n'a pas tous perdu, moi j'ai perdu mes 2 meilleurs amis qui étaient les Bogdanov. Alors je sais qu'ils sont spéciaux, mais je les adorais. C'était mes frères entre les frères. Et donc il y a des gens célèbres qui sont morts. Mon ami Henri Weber qui est mort, Patrick Devedjian, voilà. Tout le monde, il y a eu 130 000 morts quand même. Donc tout le monde a eu non seulement l'occasion de réfléchir parce qu'on était en confinement, mais en plus réfléchir à la mort. Mais que dit ce retour de notre société, une partie de notre société au sacré que la religion catholique repose sur la consolation par rapport à cette horreur qu'est la mort, pas seulement la sienne. La pire, c'est la mort de l'être aimé. Je vous ai traduit, pour vous faire plaisir, un texte de Schopenhauer que je trouvais absolument génial. Voilà. Et je l'ai retraduit parce que la traduction française habituelle n'est pas bonne. Écoutez bien ça, parce que ça explique exactement ce qui s'est passé pendant la pandémie dans cette modification du rapport à la mort chez les adultes. C'est pas les enfants qui sont baptisés, ce sont les adultes qui sont, voilà. D'une réflexion. Voilà, parce qu'on était toute la journée à ne rien faire d'autre que vivre une rupture dans la vie quotidienne. Or, la rupture dans la vie quotidienne, ça favorise la réflexion philosophique et métaphysique et religieuse. Bien sûr. Évidemment. Écoutez ça, ce petit texte de Schopenhauer. 1818-19 du monde comme volonté, comme représentation. Écoutez bien ça, parce que c'est génial. Je trouve que c'est un des plus grands textes de toute l'histoire de la philosophie. La mort est à proprement parler le génie inspirateur, le musagète de la philosophie. Musagète dans la mythologie, c'est celui qui guide les muses. Et les muses, qui sont des filles de Mnémosyne, la divinité de la mémoire et de Zeus, le roi des dieux, elles sont non seulement les divinités de la musique, évidemment, comme leur nom l'indique, mais aussi de la poésie, mais surtout de toutes les paroles qui apaisent. Et d'où vient la formule « la musique adoucit les mœurs ». C'est de là que ça vient, hein. C'est pas une blague ce que je vous dis, ça vient directement. Et le musagète, c'est Apollon, c'est celui qui guide les muses. Écoutez bien la suite. Sans la mort,
il n'y aurait sans doute pas de philosophie. La réflexion philosophique inspirée par l'idée de la mort nous élève en effet à des opinions métaphysiques, à des vues consolantes, dont le besoin comme la possibilité sont également inconnus de l'animal. C'est avant toute chose vers ce but que sont dirigés tous les systèmes religieux et philosophiques. Ils sont d'abord et avant tout comme des contrepoisons que la raison, par la force de ses seules méditations, élabore contre la certitude de la mort. Ce qui différencie les systèmes religieux ou philosophiques, c'est seulement leur capacité plus ou moins grande à réaliser cet objectif de consolation. Voilà, et je pense que voilà, c'est tellement vrai. Sans la mort, les dieux ne philosophent pas parce qu'ils sont immortels. Et c'est ce que dit Platon déjà. Il dit les dieux n'ont pas de sagesse ni de philosophie, ils s'en foutent. D'abord, ils sont pas sages du tout, les dieux grecs, mais parce qu'ils sont immortels. Et les animaux, pour autant qu'on puisse en juger, n'ont pas de traité de métaphysique parce qu'ils n'ont pas, sauf peut-être au dernier moment dans les abattoirs, c'est affreux d'ailleurs, ils n'ont pas de rapport à la mort. Mais nous, sans le rapport à la mort, nous n'aurions inventé ni la philosophie ni la religion. Voilà. Et je pense que ce qui s'est passé pendant la Covid, c'est exactement ça. C'est que les gens, d'abord, il y a eu 130 000 personnes qui sont mortes. On a vu des gens célèbres mourir. Même les gens célèbres, ça leur tapait mais quand même. Mais contre-intuitif avec notre pratique de la religion catholique, parce que, et on l'a dit ici à de nombreuses reprises, il y a de moins en moins de prêtres, il y a moins d'engagement dans la prêtrise, il y a de moins en moins d'églises. Oui, mais qualitativement, c'est beaucoup plus fort. Exactement. C'est le quantitatif qui a diminué, mais le qualitatif a augmenté. Vous voyez pourquoi? Parce que quand j'étais gamin, on était dans des, tout le monde était catholique. 95% des Français étaient catholiques. Voilà, il y avait très peu de Juifs et de protestants, donc des catholiques. Bon, et l'islam n'existait pas à l'époque chez nous. Voilà, et donc on était catholiques, on était élevés dans la religion catholique, mais c'était un catholicisme d'habitus. On s'ennuyait à mourir à la messe, mais nos parents nous y envoyaient. Voilà, c'est ça, par tradition finalement, par tradition, familiale. Voilà. Puis ça leur fera du bien, ça va les cadrer. Voilà. Et on est quelques-uns à avoir été peut-être mais dans ma génération encore beaucoup plus que dans la vôtre. Voilà, donc on allait à la messe par habitus, on s'y ennuyait à mourir, on comprenait pas grand-chose. On rentrait à la maison, on était fou de joie quand ça se terminait. Deo missaes, Deo gratias, Dieu merci, ça se termine. C'est comme ça qu'on le comprenait, je me souviens encore. Donc on rigolait. Et donc quand c'était fini, mais en y allant, et les parents nous tapaient pour y aller. Je me souviens ma grand-mère qui était oh là là. Et voilà. Mais tandis que là, c'est un catholicisme, c'est un christianisme de qualité. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être chrétienne. Si vous êtes chrétienne, c'est parce que vous le voulez bien et parce que vous trouvez que cette religion est magnifique. Et vous en avez fait le choix, ce chiffre de vous retenir. Plus de 10 000 baptêmes d'adultes lors de la nuit de Pâques, ce 19 C'est énorme. Ce 19 avril prochain. L'Église le dit elle-même, c'est reparti pendant la pandémie. Ouais. Donc je pense que c'est le rapport à la mort. Un phénomène très intéressant à décrypter. L'image de la semaine. Et une petite surprise pour vous. Parlons intelligence, sans doute. Je suis sûre que ça vous fera sourire, Luc. Effectivement, l'intelligence artificielle. Et vous voyez cette mode du starter pack. Oui, c'est ces images générées par l'intelligence artificielle qui permettent de se représenter soi-même. Et ça a envahi les réseaux sociaux cette semaine. On a fait le vôtre, Luc. Voilà. C'est presque ressemblant. Ce livre, l'intelligence LCI, voilà. Vous mettez vos préférences, vous rentrez ça. On a fait le mien aussi. J'ai rien demandé. Voilà, le mien est aussi représenté avec mon vélo et une cigarette. Voilà, je ne fais pas la promotion, surtout pas. Mais il m'arrive en effet de fumer de temps en temps, et ça a envahi les réseaux sociaux. Tous les ministres s'y sont mis. Effectivement, pourquoi, regardez, pour même Napoléon. Non, mais son starter pack, chacun l'a. Et ça. Aussi, parce que c'est un débat autour de l'intelligence artificielle, d'une contre-offensive de certains artistes qui disent, regardez, voilà, c'est avec 3 clics sur un ordinateur, on arrive à ça. Nous illustrateurs, nous dessinateurs, on ne peut plus travailler. C'est aussi une des déclinaisons, on l'aborde souvent ensemble. C'est pour ça, et aussi pour les articles de presse, parce que évidemment, moi j'ai un ami qui est compositeur, et en fait il gagne compositeur de musique. Mais pour l'essentiel, ce qui lui rapporte de quoi vivre, c'est la musique de publicité ou la musique... plus la musique de publicité même que la musique de film, mais c'est pas son concerto pour violon. Voilà. Ce qui lui rapporte, c'est les petits jingles de pub. Alors ça, c'est fait de manière géniale par l'intelligence artificielle. Ma femme qui a eu son anniversaire des 50 ans il y a pas très longtemps, ses amis lui ont fait une petite une chanson. Les paroles sont géniales et la musique était ça vaut bien Taylor Swift, hein, c'est pas pire. Voilà. Pauvre Taylor Swift. Non, ou Lady Gaga, c'est vraiment pas pire. Alors c'est pas évidemment grandiose, mais c'est quand même du très bon disco, c'est du très bon rock, c'est du très bon les rythmes parce qu'ils ont varié un peu rock disco, mais c'est très bien fait. Et donc alors évidemment pour les articles de presse comme pour les œuvres qui sont sous droit,
Les artistes et les journalistes se plaignent que l'IA soit entraînée, c'est le fameux training en bon français, qu'elle soit entraînée sur des œuvres qui sont sous droit, sans que ChatGPT ou Llama ou les autres ou Claude 3 ou Gemini ne payent quoi que ce soit. Donc il y a un bras de fer, vous le voyez, on le lit dans la presse régulièrement, entre les patrons de journaux français en particulier, et puis ces IA génératifs pour faire en sorte que le training, donc c'est pas entraînement, c'est pas très bon, on dit pour ça que pardon pour l'anglais, mais que malgré tout on paye les œuvres qui sont utilisées pour entraîner les IA. Voilà. Parce que c'est une inquiétude légitime. Il y a ces starter packs là que l'on diffuse, le vôtre fabriqué vraiment, ça nous a pris 2 minutes. Il y a eu cette mode aussi à base des dessins de Miyazaki, des dessins animés où chacun a fait son dessin. Oui. Et c'est vrai que d'un point de vue artistique, c'est la perte aussi peut-être de milliers de marchés. Évidemment, bien sûr, parce que vous pouvez fabriquer et en plus les œuvres d'art fabriquées, contrairement à ce que disent bêtement un certain nombre de gens qui connaissent pas les œuvres d'art proprement artistiques, parce que ça c'est quand même pas terrible. Mais c'est pas terrible, mais ça fait rire. Mais ça fait rire. Ça fait rire. Et les œuvres d'art fabriquées par l'IA, il y en a une qui a été, vous pouvez aller voir, ceux qui nous écoutent, allez la voir. C'est une œuvre d'art d'un artiste américain qui est très connu aux États-Unis, qui s'appelle Jason Allen, A2LEN. Jason Allen, il a gagné le prix d'art contemporain du Colorado avec une œuvre d'art qui est magnifique, d'ailleurs, qui s'appelle Space Theater Opera. Et l'œuvre avait été fabriquée par Midjourney, par l'IA générative. Bien sûr, effectivement. Débat passionnant à chaque fois. Voilà. Merci infiniment, Luc. Merci à vous surtout. On fait une courte pause, on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours. La semaine prochaine, c'est le samedi de Pâques. Voilà, exactement. Ça n'a rien à voir pour moi, mais effectivement, courte pause. Mais on se retrouve dans 15 jours. Ravi de vous retrouver.